Donc en quelques mots, les ZIP, c'est la composante de l'UPEM destinée en fait aux formations d'ingénieurs. Nous avons 7 formations d'ingénieurs qui sont des formations orientées métiers. Je représente la filière mécanique qui est l'une de ces filières. Et donc nous sommes actuellement tête de pont dans l'approche par compétences. L'idée est ensuite de généraliser à l'ensemble des formations. Donc la spécificité, c'est qu'à l'ESIP, il y a 75% d'apprentis et la filière génie mécanique est entièrement composée en fait d'apprentis. Donc c'est une filière par apprentissage accessible à Bac+2. Donc j'allais dire jusque-là tout allait bien. Nous avions en fait la formation découpée, scindée en sessions académiques et en sessions professionnelles. En session académique, nous avions une organisation par UE disciplinaire. On avait même des blocs avec des parties qui étaient beaucoup plus mathématiques, des parties sciences de l'ingénieur, des parties cœur de métier, et des parties communication, sciences humaines, etc. Et puis nous procédions à l'évaluation des savoirs avec le fameux sacro-saint examen final. En session professionnelle, nous avions une grille composée de capacités et d'aptitudes. Donc nous avions 5 capacités métiers et 5 capacités transverses. Alors la notion entre la définition, capacité, aptitude n'était pas toujours très claire. Et nous avions une validation qui était binaire, qui était annuelle. La séquence professionnelle était validée d'un coup d'un seul. On validait 30 ECTS par an, c'est-à-dire la moitié des ECTS qu'on pouvait avoir dans l'année. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, il y avait un premier problème entre est-ce qu'on vivait vraiment l'alternance ou est-ce qu'on était sur une juxtaposition entre la période professionnelle et la période académique. Et puis, un souci avec la transférabilité des apprentissages qui était relativement faible. Un souci parfois de motivation pour certains apprentis par rapport aux matières théoriques. Et puis, un problème de motivation aussi de certains enseignants qui pouvaient être amenés à mettre des moyennes relativement faibles dans des matières très théoriques. Et donc, effectivement, on avait ce problème, motivation des apprentis, motivation des étudiants. Alors, l'idée, à un moment, c'est de se dire, on va aborder un certain changement, donc pourquoi change-t-on? Alors, le premier objectif, c'était effectivement de gagner en efficacité de formation. Le second, c'est effectivement d'avoir une meilleure lisibilité, pour pouvoir améliorer tout ce qui était validation des acquis de l'expérience, et puis formation tout au long de la vie. Ensuite, il y a des impératifs, notamment un impératif lié à la CTI, puisque nous avions des exigences pour pouvoir être certifiés, de mettre en place une approche compétence. Donc là, effectivement, on était un peu pied au mur par rapport à ça. Et puis, nous avions auprès de notre CFA un comité métier qui avait mis en avant le fait qu'en 2012, nous avions créé une nouvelle option et que notre référentiel n'était pas à jour. Donc il fallait également mettre à jour ce référentiel, de manière à conserver en fait un référentiel qui nous permette d'avoir les 3 grands domaines de la formation, qui sont la conception, la partie matériaux et la partie production. Donc voilà de quoi nous sommes partis. Et donc, 2 enseignants de la filière, moi-même et Luc Chevalier, directeur de l'ESIP, un matin d'octobre, temps à peu près aussi beau qu'aujourd'hui, assez naïvement, j'allais dire, nous sommes réunis et puis nous nous sommes dit, tiens, aujourd'hui, d'ici midi, nous aurons peut-être abouti à un référentiel compétences. On n'était pas aussi naïfs que ça, mais pour la petite histoire, ça passe plutôt bien. Et donc, on s'est retrouvé avec nos différents grilles, capacité, aptitude, à se poser la question, bon, combien de compétences, lesquelles donc, on ne savait pas bien où on allait. Et là, on s'est dit, il nous faut absolument un petit coup de main. Et donc, il nous faut d'abord un groupe, il nous faut une méthode, il nous faut un objectif. Alors, en objectif, on s'était fixé septembre 2015, et donc je dois vous avouer que nous avons redoublé, et que finalement, ce que je vous présenterai sera en place en septembre 2016. Et puis comme tout le monde, comme tous les témoignages, nous sommes encore en progression, et nous nous sommes attaqués globalement à la formation sur les 3 ans, et on n'opérationnalise que la première année l'année prochaine, et on va monter progressivement sur les 3 ans qui viennent. Donc au niveau de l'équipe, nous rejoignent les 3 responsables d'année, un responsable de l'option. À chaque groupe de travail, on invite des enseignants, donc certains viennent, souvent on en a 1 ou 2, des différentes comment on pourrait dire, matières, j'allais dire.
et puis nous avons consulté également nos partenaires industriels à un moment où on commençait à avoir quelque chose d'un peu abouti, de manière à pouvoir présenter autre chose qu'un brouillon. Donc des soutiens indispensables, effectivement, le dispositif IDEA, et puis Jacques Tardif, ici présent, qui nous a permis de nous faire des nœuds au cerveau et d'aboutir à un certain nombre de choses. Je remercie également tous les collègues que j'ai rencontrés dans les groupes de travail avec l'approche compétences des différents établissements, parce que ça a été l'occasion vraiment d'échanges qui nous ont permis d'avancer. Alors, la première chose, c'est que le point clé, c'est pour ça que je vous ai mis une petite clé, ça a été d'avoir une définition de ce que c'était que la compétence. Donc, elle a déjà été plusieurs fois répétée, mais c'est effectivement une définition de Jacques. Et nous avons, pour notre part, établi 4 compétences. Donc, on va dire 2 compétences qui sont plutôt un petit peu transverses. Agir en ingénieur éthique et responsable avec une pensée scientifique construite. Ça a été la première que nous avons écrite. Effectivement, comme d'autres, nous sommes aperçus qu'on pouvait avoir des jeunes qui validaient entièrement tout leur partiel, leur examen, etc. Et finalement, on se disait, mais c'est pas possible, on ne peut pas les diplômer. Et si, parce qu'on n'avait aucun critère, aucune compétence sur ces points-là. Donc ça a été la première que nous avons écrite un jour d'octobre, et ça a été une grande avancée. Ensuite, une compétence interagir en tant qu'ingénieur dans le monde professionnel. Et ensuite, 2 compétences qui sont des compétences du cœur de métier en fait, de notre formation. Alors, dans les différentes étapes, les étapes qui nous ont permis d'avancer, parce qu'il y a des moments où on s'est retrouvé à certains blocages. Donc nous, on avait du mal avec nos fameux 3 grands pôles, comment les exprimer, comment faire en sorte. Nous avions des apprentis qui finalement étaient plus sur un pan du métier, d'autres plus sur un autre, d'autres qui étaient complètement transverses au niveau entreprise. Et il fallait pourtant avoir, entre guillemets, une grille qui nous permettait d'avoir un regard sur leurs compétences dans tous ces aspects-là. Nous, le point clé, ça a été de définir en fait des situations professionnelles de manière à bien délimiter en fait le périmètre des compétences. Ensuite, la mise en place des trajectoires de développement, je peux y revenir dans la phase question, on en a déjà parlé beaucoup. Et puis quand on a fait tout ça, on arrive au point où il faut reconstruire la maquette de formation, et ça a été le point clé pour la suite. Et donc souvent, dans les entretiens que nous avons eus avec les différents enseignants, la question c'était « et mon cours dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient ?» Donc on va parler en fait de capsules de connaissances, on va parler de ce genre de choses, mais effectivement il a fallu déconstruire cette notion de « et mon cours dans tout ça ». Et ça, on y est encore, pour tout vous dire. Je pense qu'on y sera pendant un petit moment encore. Donc voilà ce que ça donne en termes de compétences. Donc là je vous ai détaillé la première compétence, avec les différentes situations professionnelles qui apparaissent, et puis les différentes trajectoires de développement qui sont associées. Je n'aurai pas la possibilité de vous le présenter parce que je remercie Éléonore Douarche pour ce magnifique poster, mais Éléonore m'a fait un poster dans lequel on a tous les semestres à l'horizontale, on a l'ensemble de nos compétences et nos trajectoires de développement. C'est un poster qui fait à peu près la taille du tableau et qui nous a permis en fait de mettre en vis-à-vis nos différentes trajectoires de développement et nos ressources de manière générique. Et effectivement, alors ça je le conseille à tout le monde, c'est un outil qui est fabuleux. Moi je l'ai affiché dans mon bureau, dès que quelqu'un passe, on commence à crayonner sur ce document et c'est devenu vraiment quelque chose de fondamental pour arriver à avancer dans cette démarche. Alors j'arrive sur le point clé, je vous avais parlé en fait de 3 grands domaines, 3 champs dans le domaine de la mécanique que nous devions couvrir et des difficultés que nous avions à pouvoir exprimer nos compétences dans ce domaine-là. Et ça s'est fait assez naturellement, j'allais dire, avec quelques discussions intenses. Pour arriver à aboutir à ça, il nous a fallu bien 4 heures pour arriver à poser les bases de cet élément-là. Mais effectivement, le fait de mettre en place des situations professionnelles et de se dire, entre ces situations professionnelles, on peut dire et ou, ça paraît ridicule dit comme ça, mais ça a été vraiment le point clé, le point déclenchant qui nous a permis de rendre les choses possibles. Et le fait de pouvoir s'autoriser que dans des situations professionnelles qui peuvent être différentes,
on puisse avoir des intitulés au niveau des trajectoires de développement qui puissent être les mêmes, mais que derrière, il y ait des choses qui soient, comment on pourrait dire, par exemple le terme de solution qu'on va souvent nous utiliser, a été aussi un des points qui nous a permis de débloquer énormément de choses. Alors ensuite, on va attaquer tout l'aspect restructuration de la formation, et vous allez voir que nous avons été relativement loin. Donc l'idée, ça a été de mettre en place des unités d'enseignement qui soient intégratrices, avec une approche problème et des démarches de projet. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'en parallèle de ce travail sur l'approche compétence, nous avons mené pendant 2 ans des expérimentations autour de la classe inversée, autour de l'évaluation par les pairs, autour du portfolio, autour de plein de choses dont on discutait au travers d'IDEA. Et donc, notamment par exemple ces UE intégratrices, on va voir l'aspect portfolio, mais on va voir aussi que, par exemple, il y a eu un acte fort pour nous, qui a été de dire, pour l'instant, on avait toujours des maths, hein, et puis des matières un peu théoriques, un peu calculatoires, et au lieu d'en faire des unités d'enseignement, on les a intégrées dans des unités d'enseignement qui étaient des unités d'enseignement cœur de métier. Donc ça, c'est un message fort qu'on envoie à l'ensemble des enseignants et qu'on envoie aussi à nos apprentis. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin, puisque en fait, on va mobiliser des outils pour arriver à résoudre des problèmes du cœur de métier. Ça veut dire que, en fait, souvent on me dit, mais il y a une perte parce que les savoirs dans tout ça, etc. On va aller beaucoup plus loin parce qu'on va apprendre à mobiliser ces savoirs et à les mobiliser vraiment sur des choses très concrètes. Et donc, au travers de tout ça, à un moment, on s'est dit, il nous faut un outil qui nous permette effectivement de pouvoir, cette approche compétence, de pouvoir l'intégrer complètement. Et cet outil, pour nous, ça a été le portfolio qu'on a testé en fait en 3e année cette année sur une unité d'enseignement. Et donc, on a décidé de la mettre en place sous forme de colonne vertébrale pour l'ensemble de la formation. Donc, ça veut dire que chacune des UE va amener sa pierre à l'édifice pour le portfolio. Ce portfolio va être complété également en séquence professionnelle. Et puis, on va s'appuyer sur un trio tutoral. Alors, ce que l'on appelle, nous, le trio tutoral, c'est l'apprenti, son tuteur enseignant et son tuteur ingénieur, son maître de stage en quelque sorte. Et donc, ce trio qui existe sur les 3 années de la formation, on va le mobiliser justement sur le portfolio. Et puis, on va avoir le feedback des différents enseignants qui vont intervenir sur ce portfolio. Donc, et également du tuteur enseignant et du tuteur ingénieur. Donc le but, c'est vraiment qu'on ait un élément qui soit unificateur dans le cadre de l'apprentissage, que ce soit et dans toute la dimension alternance. Donc c'est là qu'on aborde les slides qui sont un peu indigestes. Hein. Donc je vais vous expliquer en gros ce que c'est que ça. Alors le code pour arriver à décoder tout ça, vous avez ici un semestre. Je vous ai choisi le 2e semestre. Ce 2e semestre, vous avez à chaque fois, entre les 2 barres verticales, une unité d'enseignement, avec ici, ce sont des capsules en fait, de connaissances. Et puis, tout ça est mis en place avec un projet. Et donc, ce projet, c'est lui qui va donner du sens à l'ensemble de l'UE et qui porte l'évaluation. Donc ici, il apparaît plutôt en dernier ressort, mais l'idée, c'est de commencer plutôt avec ce projet. Donc au début de l'année, on va commencer par définir en fait une problématique liée à ce projet. Et donc ensuite, il va falloir mobiliser des apprentissages de manière à pouvoir mener jusqu'au bout ce projet. Donc, où est-ce que mon cours va être dans tout ça? Là, mon cours, finalement, il est intégré dans ces différentes capsules de connaissances. Et donc, le travail de l'enseignant, c'est de mettre en place ces différentes capsules de connaissances et puis de suivre en fait ce projet. Chaque unité d'enseignement va comporter une brique du portfolio, c'est-à-dire que dans les différents projets, il y aura une phase qui est une restitution, et cette restitution, c'est les traces que je peux extraire en fait de mon projet, et puis l'analyse réflexive sur la manière dont j'ai mis en place ces traces et dont je peux valider en fait mes compétences vis-à-vis en fait de ce projet. Donc ça, vous voyez qu'on l'a décliné en fait pour chacune des unités d'enseignement. Et puis vous pouvez voir que dans les capsules, il y a des capsules qui apparaissent avec une couleur un peu sable. Cette couleur un peu sable, c'est la partie en fait professionnelle. Donc nous avons été jusqu'à mettre en place des UE qui étaient mixtes, avec des parties liées à la séquence académique et des parties liées à la séquence professionnelle. Donc là, on commence à avoir vraiment
ce vers quoi on voulait aller, c'est-à-dire non pas une juxtaposition, mais vraiment une alternance, et intégrer cette alternance. Et puis, on a une UE portfolio, je vous l'ai mis en partie centrale, c'était un peu voulu, et cette UE portfolio va être validée par chacune des validations des différentes briques élémentaires liées en fait à chacune des unités d'enseignement. Donc ça veut dire qu'à chaque semestre, il y aura une évaluation donc, de ce portfolio. Alors, et maintenant, où est-ce que nous sommes par rapport à tout ça? On en est à la mise en place des emplois du temps, des différents intervenants, ce qui n'est pas une mince affaire en soi. Aux communications vers les enseignements, je me suis appuyé principalement sur un document que j'ai appelé un argumentaire pour accompagner le changement. Donc c'est la rédaction d'un document qui fait une douzaine de pages avec des illustrations et qui permet en fait de poser les choses et de répondre à un certain nombre de questions en amont et au moins de pouvoir intégrer un document qui nous permette de gérer les différents échanges. Donc ensuite, chaque unité d'enseignement va disposer d'un enseignant responsable, d'un enseignant ressource qui va, alors on a pris des gens qui étaient impliqués en fait dans la démarche et qui permettent en fait d'accompagner, de gérer un petit peu tout ça. Donc d'ici à la fin du mois, nous avons d'autres étapes. Donc une étape le 4 juillet de formation des tuteurs enseignants sur tout ce qui est portfolio et gestion du portfolio. Des réunions d'échange, on en a déjà une la semaine dernière, et puis mettre en place progressivement tous ces différents outils. Avec le CFA, nous sommes en discussion pour des communications par rapport à la région, mise en place d'un nouveau comité métier pour entériner tout ça, et puis pour diffuser ces différents éléments, notamment au sein des autres écoles du dispositif. Donc l'opérationnalisation, c'est en septembre 2016. Et puis, je vous dis à l'année prochaine pour faire un premier bilan. Et l'idée de toute cette année, c'est de gommer le 1 devant possible chaque fois qu'on aura tendance à se dire c'est impossible. Je vous remercie. Sans vouloir être trop technique, donc ça repose sur, la formation repose sur une grille capacitaire qui est normalement un peu une grille de compétences. Et cette grille capacitaire, elle est élaborée par le comité métier, en tout cas en grande partie par le comité métier. Or là, le comité métier, on fait tout un travail et on la forme à la fin, les nouvelles compétences, etc. Alors que normalement, il est au début. Alors, il y a eu un premier comité métier qui a fait un constat de dire il y a une proposition à faire. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a travaillé en groupe de travail et on a sollicité, alors pas exactement le comité métier, mais une grande partie en fait des intervenants du précédent comité métier. Donc là, j'ai déjà des retours en fait des industriels, pas forcément sous forme de comité métier à proprement parler, mais en tout cas sous forme d'avis, de préconisation de modification, etc. Donc on a eu déjà des boucles de retour qui sont des boucles de retour qui n'étaient pas réellement en comité métier, mais qui faisaient partie de cette démarche-là. Oui, moi j'avais plusieurs questions, enfin deux, je vais faire très vite parce que je suis deux choses. Je vois que toutes les équipes se sont un petit peu posées les mêmes questions au niveau du vocabulaire, etc. Je voudrais savoir, par rapport à l'importance pour les équipes de s'approprier cette démarche par compétence, est-ce que cette démarche est nécessaire ou entre guillemets on peut dire un petit peu une perte de temps puisque c'est un petit peu les mêmes questions et comment se fait le lien entre les différentes équipes puisque vous avez parlé à un moment donné de réunions en commun entre les équipes. Et aussi, je fais le lien avec le secondaire qui lui aussi travaille sur les compétences, sur les portfolios. Donc, à quel moment on se met un petit peu tous en commun? Déjà, tout le monde parle de portfolio. Le portfolio, c'est sous quelle forme? Avec quel outil aussi? Au niveau de la transférabilité? Moi, j'ai utilisé Word. Je voulais pas d'outils spécifiques. J'ai utilisé Word avec des liens hypertextes et puis des dossiers. J'y suis allé très humblement avec mes 3e années, c'est une promo qui est toujours partante pour tout, donc j'en ai profité. Je leur ai dit voilà, il y a quelque chose qui s'appelle le portfolio, j'ai fait quelques formations auprès de certains parmi nous, et donc fort de cette formation, j'ai dit aux élèves voilà, humblement on va partir dans cette démarche-là, voilà ce que j'en ai compris du portfolio, maintenant il va falloir créer ensemble une structure. Donc ça, avec ces jolies flèches dans tous les sens, c'est un petit peu ce qu'on a créé. Donc avec en gros différentes entrées
Une entrée qui soit une entrée compétences, qui soit nourrie en fait par le référentiel compétences. Donc nous, pour l'instant, on s'était basé sur... il y a une partie qui a travaillé sur le référentiel compétences qu'on était en train de formaliser, et un autre qui a travaillé plutôt sur une autre partie qui a travaillé plutôt sur nos fameuses grilles capacitaires. Et puis une entrée qui soit plutôt une entrée du type expérience, avec des liens hypertextes, avec tout ça, avec des liens vers les traces. Et voilà un petit peu nous ce qu'on a utilisé. L'année prochaine, nous allons tenter l'e-portfolio avec Mahara. Donc je pourrais vous en dire plus sur cet outil dans quelques temps. Sur le portfolio, on n'a pas voulu contraindre les équipes à un outil. Tout ce qui nous intéressait, c'était vraiment la démarche sous-jacente. Et en fait, le portfolio n'arrive que après, naturellement, et que pour certaines équipes. Pour l'instant, il y a eu vraiment la phase d'acculturation et de conception de référentiel de compétences, de réflexion sur les modalités d'évaluation. Et la deuxième chose, c'est sur le partage d'expérience. On a 1 à 2 réunions inter-équipes par année, ce qui permet d'échanger sur les expérimentations respectives. Mais également, on a, en plus de l'accompagnement object tardif, on organise des formations de formateurs pour soutenir les équipes, et c'est aussi un lieu de rencontre entre les équipes. François Georges Echevoni, qui est ici présent, est venu le 8 juillet 2015 pour faire une formation sur le portfolio. Il est revenu en décembre 2015. Voilà, donc c'est des phases. Et en fait, on ne pourrait pas transposer, c'est ce que je disais tout à l'heure, des modèles existants sur d'autres modèles. Il y a une véritable, je ne sais pas si Jacques sera d'accord avec moi, mais une véritable phase d'acculturation de la démarche compétence qui est vraiment propre à chaque équipe, et c'est uniquement quand l'équipe se met à plancher sur sa formation, à discuter avec ses collègues, qu'il y a une professionnalisation. Ben, je pense que Tracy a donné l'exemple en disant, vous vous rappelez, elle a dit les gens en psychologie ont pris le référentiel de compétences de la logopédie ou de l'orthophonie, puis ils ont fait quelques changements pour que ce soit adapté à la psychologie, mais bon, visiblement, c'est pas un succès. Alors là, je sais pas où est la personne qui a posé la question sur la définition. Moi, l'avantage que j'avais ici, c'est que IDEA avait dit, voilà, la définition avec laquelle nous allons travailler, bon, c'est la mienne, mais moi, je suis content que ce soit la mienne, mais après, je ne vais pas argumenter la mienne. Ce qui me permet à chaque équipe, je me souviens d'avoir travaillé avec vous, de dire... si une compétence, c'est un savoir-agir complexe que vous racontez là, est-ce que c'en est un? Et après, la définition se termine dans une famille de situations. Alors, mais parler de situations, puis quand on entend les gens qui présentent, ils parlent de situations. Et dans la définition, il y a mobiliser, combiner ce qu'on a dans la tête, puis ce qui est autour de nous. Donc, voilà, quand on écoute Benoît présenter, sa préoccupation, c'est pas... quelle est la quantité de connaissances que j'ai développées, mais c'est quels sont les usages que je peux faire avec tout ce que je dois développer. Et donc la définition, pour moi, elle est utile, en tout cas comme accompagnateur, parce que je reviens toujours à celle-là, en disant, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes là, et mais c'est un outil utile. Mais je dirais que, une fois qu'on a énoncé la définition, je crois que c'est assez flou, sinon très flou. Il faut faire l'appropriation. Mais je crois qu'on devrait retenir ce que Tracy a mentionné par exporter